Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. On est aujourd'hui en compagnie d'un islamologue, qui est un historien de l'Iran également, et un ancien officier de réserve du renseignement militaire israélien. Bonjour, Alexandre Greenberg. Bonjour Antoine, ravi Alors, d'être avec vous. on va reparler de la situation actuelle, et notamment cette question du jour d'après à Gaza et au point où nous en sommes aujourd'hui. Mais puisque vous êtes un officier de réserve donc du renseignement militaire, je voudrais qu'on revienne pour commencer sur cette faillite du 7 octobre, l'armée qui n'a pas été en mesure d'éviter l'attaque meurtrière et les massacres du Hamas. Alors pour expliquer cette faillite, on en a beaucoup parlé, même dans certaines émissions de Mosaïque, on a mis en avant ce qu'on appelle en Israël la conception. Bon, cette conception, est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu, justement, en tant qu'observateur privilégié, et aussi nous dire peut-être pourquoi vous avez été en quelque sorte épargné, en partie en tout cas, par cette conception, et que vous n'y participiez pas vraiment, en tout cas autant que les autres Israéliens ou les autres responsables du renseignement. Bon, il faut dire que cette notoire conceptia n'était pas quelque chose de précis, mais inversement, il s'agit plutôt du refus de voir Hamas comme un ennemi stratégique d'Israël. On ne s'en occupait pas. C'est-à-dire, la traite la menace de Hamas n'a pas été perçue. Pourquoi? Parce qu'on est devenu trop technophile, comme cela avait été déjà dit dans une de vos émissions, et on ne s'intéressait pas à ce qu'il disait, parlait, écrivait. Et c'est ça qui m'a épargné, dans une certaine mesure, des surprises. Je ne prétends nullement d'avoir prévu le massacre d'une telle échelle, mais c'était clair pour chacun qui suit le discours islamiste palestinien qu'il n'y a qu'aucune chance de faire la paix avec le Hamas n'existait pas. Donc cette idée que le Hamas va être calme parce qu'on leur a donné des chances de travail en Israël, elle n'avait aucune base. Alors, je précise, hein, pour qu'on comprenne bien que vous parlez, comprenez, vous parlez l'arabe et aussi le farsi. Vous êtes donc directement à l'écoute, hein, de tout ce qui se dit, j'allais dire en direct, ce qui vous a permis de percevoir cela, ce que vous venez de nous expliquer. Mais qu'est-ce qu'on entend encore aujourd'hui finalement dans ces radios, dans ces messages, quand on va à la source de ce qui est dit dans les pays arabes et du côté du Hamas, du côté de l'Iran, qu'est-ce qu'on entend? Bon, s'il s'agit du discours palestinien, alors il est unique, c'est la pensée unique. Il n'y a aucun doute qu'ils vont remporter la victoire en imposant sur Israël la cessation de guerre. C'est ça leur idée stratégique. Au début, on peut constater un état d'euphorie. Ils étaient sûrs pourquoi ils ont fait tout ça. Ils étaient sûrs que l'affaire irait s'achever avec une nouvelle affaire de Chalit, mais ils se sont trompés. Et comme en général, c'est vrai que Hamas, comme l'Iran, est capable de très bien discerner les points faibles de la société israélienne, comme par exemple ces désaccords et le clivage avant le massacre, à la réforme judiciaire, etc. Mais d'autre côté, dû à leur pensée binaire et démonisation et antisémitisme, ils sont incapables de voir les points forts de la société israélienne. Ils n'ont pas prévu une telle réaction d'Israël et voilà, on en voit les résultats. Quoique, s'il s'agit de l'Iran, il faut toujours prendre en compte qu'il s'agit d'une autre société, d'une autre culture. Et c'est une culture bien plus variée et nuancée que la culture palestinienne islamiste. On Il y a en reparlera Iran... d'Iran plus Ah, voilà. spécifiquement tout à l'heure. Je voudrais qu'on en reste donc sur le Hamas. Aujourd'hui, le discours est un discours où on prétend que les choses sont encore entre les mains du
Hamas, que le Hamas gagne ce combat? Qu'est-ce que vous pouvez nous préciser peut-être plus Oui, explicitement ce qui dit? bon, d'avance, il faut dire qu'il gagne toujours, soit c'est Al-Nasr imma shahada, soit la victoire, soit le devenir martyr. Donc, avec cette pensée, c'est difficile de perdre, mais il est à noter qu'il n'y a rien d'autre à part de ces discours meurtriers. C'est-à-dire, il n'y a aucune réflexion, méditation, peut-être on s'est trompé, il n'y a nulle part à travers le monde arabe, officiellement, moi, si je prends Al Jazeera et tous les autres toute autre presse, il n'y a aucune empathie pour les victimes israéliennes, il n'y a rien, sauf, c'est-à-dire la justice est totale et absolue. C'est très narcissique. Est-ce que donc on n'a pas entendu ce discours suffisamment, il n'y a pas suffisamment cru? Est-ce que c'est un discours qui concerne vraiment les frères musulmans, le Hamas, ou est-ce qu'on peut dire qu'il s'étend au-delà dans l'islam en général? Ou est-ce qu'il y a une frontière qu'on peut faire, Alexandre Greenberg? Et malheureusement, c'est très difficile de faire une frontière. C'est vrai que dans les pays du Golfe et au Maroc, ce discours est endigué par les autorités. Ils en ont peur et ils font tout possible pour stopper la diffusion de cette propagande. Et c'est vrai que c'est les frères musulmans, plus ou moins, mais en fin de compte, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire cette propagande, cette vision du monde islamiste, je souligne islamiste, pas islamico-musulman, et on peut s'occuper beaucoup de cette équilibristique linguistique, islamiste, versus musulman, etc., etc. Sur le terrain, il n'y a rien d'autre. Il y a des musulmans modérés, certes, mais l'islam modéré en tant que mouvance n'existait pas. Alors, maintenant, parlons de ce qui se passe en ce moment donc à Gaza. Comment vous voyez la suite de cette guerre et surtout le jour d'après, puisque ça fait maintenant débat de manière ouverte dans la société israélienne, notamment, savoir quoi faire en admettant que les opérations militaires se terminent par effectivement la destruction des structures militaires et politiques du Hamas. Quel est votre sentiment donc sur les semaines à venir et le jour d'après? J'ai du mal à vitupérer, à prophétiser, mais pour le moment, il semble que la guerre va continuer de haute intensité ou d'intensité plus basse parce que d'un côté, Tsahal n'arrive pas à détruire toutes les infrastructures militaires de Hamas, aussi parce que l'Amérique l'empêche de le faire. On ne peut pas combattre, faire la guerre selon les exigences américaines. Ça ne se fait pas. Et c'est-à-dire, grosso modo, tout souci humanitaire empêche l'effort militaire. Et d'autre côté, on ne peut pas éduquer ou inventer un leadership local quelconque qui ne soit pas lié au Hamas, parce qu'à Gaza, il n'y a rien d'autre que Hamas. Voilà, Israël a déjà tenté d'organiser quelques leaders, quelques chefs des clans locaux à Gaza, et ils ont été tués et personne ne tente plus. Donc, c'est ça l'enjeu. Et pour le moment, aucun côté arabe n'a toujours exprimé son désir de s'occuper du Gaza. Donc, Ça veut mais dire que, par exemple, le plan que proposait Benny Gantz récemment, d'essayer de former une sorte de coalition de gestion avec les pays arabes, des Palestiniens modérés, les Américains, etc., ne vous paraît pas réaliste? Oui, je dois dire que la déclaration de Benny Gantz paraît un peu bizarre, pour dire le moins, parce que il fait partie du cabinet de guerre. Et toutes ces propositions, ont l'air un peu bouillir l'océan.
c'est-à-dire un officier britannique a proposé de bouillir le sang pour combattre des sous-marins allemands. Et comment, voilà, bouillir le sang, mais comment on le fait? C'est-à-dire, c'est très bien organiser une gestion commune, mais c'est ça qu'Israël est en train de faire, d'essayer de trouver par tous les moyens quelqu'un qui soit d'accord à gérer ça avec Israël, et personne n'est prêt. Alors, si on part maintenant de ce que vous nous dites, à partir de ce que vous nous dites, de la situation telle que vous la décrivez, qu'est-ce qu'il serait souhaitable ou moins pire de faire? Quelle devrait Euh, être la réponse israélienne? il faut, bon, je dirais que pour le moment, il faudrait, mais je souligne d'après moi, il faudrait laisser pour le moment Gaza et s'occuper du nord du pays, notamment du Hezbollah, parce que sur le plan stratégique, la menace de Hezbollah qui pèse sur Israël, elle est beaucoup plus menaçante, dangereuse et stratégique. Gaza, ça, on peut en principe attendre, mais sur le plan politique et domestique, aucun dirigeant israélien ne peut pas dire que c'est impossible d'essayer d'atteindre deux buts à la fois, c'est-à-dire libérer les otages et détruire le Hamas. Ça, c'est impossible. Alors, le front Nord, parlons-en. Il y a notamment Frédéric Ancel, par exemple, il y a des spécialistes qui nous disent, bon, non, l'Iran ne veut pas engager une guerre directe, le Hezbollah dépend directement de l'Iran, donc sur ce front-là, il n'y a pas grand-chose fondamentalement à redouter. Vous n'êtes pas d'accord avec cette position? Et je suis en plein accord avec Frédéric Ancel. C'est vrai que Hezbollah dépend de la prise de décision iranienne. C'est Téhéran qui va décider s'il faut lancer une guerre de grande échelle contre Israël ou non. Et pour le moment, ni l'Iran ni Hezbollah ne sont pas intéressés. Oui, ils ne sont pas intéressés en cette guerre, mais il ne faut pas oublier que la guerre continue dans le Nord. Ce n'est pas que tout soit calme. On dit juste que c'est une guerre de très basse intensité. Et maintenant, la balle se trouve dans notre cour, dans la cour d'Israël. C'est-à-dire, Et vous voulez dire que c'est Israël qui devrait oui, partir partir. pour essayer de régler la question du Nord, entre guillemets, de son point de Exact- vue. Exactement. Pourquoi? Dû aux raisons domestiques politiques, pas dans le sens de, ah voilà, on fait la guerre pour des raisons politiques. Non, mais on a de dizaines de milliers de réfugiés en Israël qui ont été évacués et ces gens-là ne seront jamais d'accord à revenir chez eux si le retour à la routine veut dire voir le Hezbollah en face des fenêtres de leur maison. C'est impossible. Alors, On ça ne veut le dire quoi, sera pas. cette intervention? Comment vous la voyez? De quelle ampleur? Qu'est-ce qu'elle Euh, comprend? mais Qu'est-ce ça qu'elle devrait aussi, comprendre? cela dépend aussi de ce que l'armée Tsahal, le haut commandement de Tsahal, comprend, envisage cette guerre. Ce sera une guerre féroce, parce que Hezbollah est bien plus fort que Hamas. Mais d'autre côté, l'armée que le Hezbollah va rencontrer, c'est une autre armée. C'est Tsahal après aguerri après Gaza. Le but serait d'anéantir et d'éliminer Hezbollah en tant que force. Sinon, la guerre sera non seulement redoutable, mais inutile parce que Hezbollah ne sera jamais d'accord de se retirer vers le nord du Liban. C'est ça le but, mais pour sauver sa face, il ne le fera jamais. Et en général, la force de frappe de Hezbollah, Quwat Radwan, force Radwan, ce sont les habitants du village du sud du Liban qui sont juste à côté. Ils ne peuvent pas se Est-ce que ça retirer nulle n'implique part. pas une intervention de l'Iran à ce moment-là, si ce scénario se produisait et on passerait à une autre dimension du conflit? Non, je ne crois pas parce que l'Iran, malgré sa récente attaque sur Israël,
L'Iran ne peut pas s'intervenir directement parce que voilà, le Hezbollah, c'est la force de frappe iranienne et il voudrait l'épargner. Sans Hezbollah, l'Iran, c'est un État très faible dans le sens militaire. Mais la force iranienne est une force asymétrique et régulière. Donc, le but d'éliminer le Hezbollah serait d'arracher les dents au régime iranien. Est-ce que Israël est en mesure d'arrêter ou d'épargner sa population par rapport à l'arsenal du Hezbollah au niveau des roquettes, des missiles? Et c'est aussi une question très difficile parce que d'un côté, comme on a vu pendant la récente attaque iranienne, la défense antiaérienne israélienne est presque parfaite. Elle marche très bien, mais il ne faut jamais oublier que l'adversaire peut saturer ces systèmes et l'arsenal de missiles et de raquettes de Hezbollah monte à quelque chose de 120 000 missiles et raquettes. Et dans les cas de guerre, tout le territoire d'Israël sera couvert ou accessible aux frappes de raquettes de missiles de Hezbollah. Mais dans ces cas-là, le manœuvre de Tsahal devra être décisif et vite, parce qu'il n'existe d'autre moyen de contourner cela, sauf occuper le territoire. Alors, Alexandre Reimer, sur l'Iran plus généralement, puisque vous êtes un spécialiste de l'Iran, comment est-ce que vous définiriez sa stratégie de manière très globale aujourd'hui dans la région et vis-à-vis d'Israël? Bon, la stratégie iranienne est très connue. C'est la stratégie inventée par le martyr, l'ancien commandant des forces Quds, Qasem Soleimani. Le but de cette stratégie est la guerre par procuration, c'est-à-dire entourer Israël avec de dizaines de milices chiites ou sunnites pro-iraniennes qui peuvent imposer sur Israël la guerre d'attrition. Israël n'est pas désigné pour la guerre d'attrition. Parce qu'Israël, si on peut dire, Israël, c'est un athlète de sprint, c'est pas un coureur de marathon à long terme. Et donc, c'est ça que l'Iran est en train de faire. Et aussi, il ne faut jamais oublier la dimension médiatique de la propagande iranienne. Par exemple, l'Iran est très actif dans ce qui concerne tirer Israël au procès au tribunal international. C'est ce qu'est l'Iran en train de faire avec l'Afrique du Sud, qui est l'allié principal de l'Iran en Afrique, etc., etc. Il y a aussi la diplomatie des drones et tous les autres intricacies de la stratégie iranienne partout. Et évidemment, les réseaux de drogue, de délinquance. En Amérique du Sud, il y a plein de réseaux de Hezbollah et en Afrique, etc., etc. Alors maintenant, parlons des États-Unis, enfin de l'Occident. Comment est-ce que vous percevez la position américaine aujourd'hui? Malheureusement, la position américaine est celle de fuite de tout conflit ou de toute confrontation militaire avec l'Iran. Et on peut voir, jugé par la réaction américaine au tir de missiles par les Houthis, par aussi une milice yéménite à la solde de Téhéran. Et la réaction américaine n'est que réactive. Elle n'est pas offensive. Mais il est clair que les Iraniens sont indifférents aux morts de milliers de leurs milices arabes. C'est ça le but de l'Iran, que l'Iran soi-même n'ait pas besoin de combattre. Et tant que les Américains ou Israël frappent les milices et non ce qui les commandite, donc cela va perdurer, malheureusement. Est-ce que vous pensez qu'il y a une faiblesse un peu intrinsèque à l'Occident? Et est-ce que vous êtes d'accord avec les thèses qui parlent d'un déclin, une forme de déclin de l'Occident?
Bon, faiblesse, évidemment, on constate tous la faiblesse occidentale face à l'agression russe à l'Iran. Et on a entendu il y a quelques semaines que voilà, le ministre des Affaires antérieures britannique a dit que mettre le Pasdaran et les gardiens de la religion sur la liste des organisations terroristes ne sert pas l'intérêt national britannique. Donc, on a peur de l'Iran et quand on a peur, on ne fait qu'éloigner les dangers, mais qui va arriver. Ce qui concerne le déclin, bon, c'est un peu trop prétentieux pour moi de définir s'il y a un déclin. Je ne peux que dire que dans ce qui concerne la mainmise islamiste en France, c'est plutôt, je dirais, il faudrait parler de la politique de laisser-faire des élites européennes plutôt que qu'on descend prémédité de l'islam de s'emparer du monde. C'est le laisser-faire, donc au laisser-faire, alors ils font ce qu'ils veulent, à peu près. Il y a un espace vide et la nature a horreur du Euh, vide, oui, finalement. il y a bien sûr, il y a, quand on peut dire que quand l'Occident n'est pas certain de ses valeurs et sa culture, donc d'autres éléments noisifs s'emparent. Et juste, je ne peux que citer qu'en livre du général français Pierre Santoni, Aspect militaire de guerre irrégulière. Il écrit que les solidarités claniques, familiales, religieuses, tribales et nationales sont incroyablement plus fortes que la volonté d'égalité et de liberté ou que le souci de la vérité. La haine de soi et des siens reste une caractéristique peu partagée dans le monde en dehors de l'Occident. Donc, c'est le général français qui l'écrit, pas moi. Comment, Alexandre Pindar, comment rendre compte du fait que ce qu'on appelle le palestinisme, c'est une expression qui est maintenant utilisée, René Frégosi, par exemple, en parlait dans son interview sur Mosaïque, comment rendre compte du fait que le palestinisme soit devenu l'idéologie en vogue pratiquement dans le monde entier, en tout cas dans les facultés occidentales? Euh, bon, on peut dire que ce palestinisme substitue toujours, c'est une nouvelle vogue. Avant, c'était le prolétariat et maintenant, c'est les Palestiniens parce qu'il s'agit, en fin de compte, de toutes ces mouvances, la culture des constellations, wokisme. C'est une forme de marxisme, comme l'a décrit avec un grand brio le grand intellectuel américain Alan Bloom dans son livre The Closing of American Mind. Et marxisme est toujours une religion politique utopique, et en général, des religions séculaires utopiques finissent avec la haine des Juifs. Et aussi, ça substitue c'est évident que les Palestiniens substituent le petit Jésus qui est crucifié. On sait tous très bien par qui. Et on peut le voir très clairement parce que, en général, il s'agit du public qui s'intéresse très peu à la souffrance humaine quelconque. Et elle ne le fait que dans un cas quand la souffrance est causée, prétendument ou véritablement, par des Juifs. Donc, on voit très bien, de façon très cohérente, cet intérêt, voilà, cette douleur pour la souffrance des Palestiniens. On s'en fout complètement de la souffrance en Soudan ou en Syrie, dans toutes les autres contrées du monde. Ouais. J'ai Et du mal à me pourquoi ce contenter. phénomène on a toujours du mal à le comprendre, cette sélectivité. Oui, oui. C'est quoi la racine fondamentale selon vous? La racine, c'est l'antisémitisme, oui, mais c'est l'antisémitisme, il ne faut pas le comprendre de façon vulgaire, comme en Israël, c'est-à-dire on pense toujours, quand on dit le mot antisémitisme, on réfléchit toujours aux nazis, au pogrom en Russie ou voilà, Hamas. C'est quelque chose, non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de quelque chose de très profond dans la culture occidentale, qui, le juif, cause toujours
le souci, on ne les comprend pas, on toujours, les Juifs sont censés se comporter de façon spéciale, par exemple. Ce n'est pas qu'on déteste les Juifs, non, je dirais pas, mais les Juifs n'ont pas le droit à aucune empathie, comme maintenant en France, par exemple, pas seulement en France, partout. C'est-à-dire, on peut verser quelques larmes sincères sur les Juifs morts. On aime les Juifs morts parce que, voilà, dans ces cas-là, ils jouent le rôle parfait des victimes parfaites, pure victime. Mais dès que les Juifs essaient de se protéger, se défendre, va à l'encontre du rôle qui leur a été prescrit voilà, par le christianisme. Alors, question maintenant difficile, évidemment, parce que dans les grands médias, comme vous venez de le dire, on évoque cette attaque du Hamas, effectivement, dans un premier temps, avec de l'empathie. Et puis tout se passe comme si, finalement, le vrai coupable, c'était Israël. La vraie souffrance, c'est celle des Palestiniens. Et on constate souvent même, d'ailleurs, dans les commentaires qui sont laissés sur cette chaîne, dans les différentes vidéos. Il semble même que le débat soit impossible. Est-ce qu'il y a un moyen d'inverser la tendance ou de lutter contre cette opinion aussi profondément ancrée que vous venez de nous décrire, Alexandre Greenberg? Et malheureusement, je ne crois pas qu'on peut, en tout cas que nous pouvons renverser cette tendance, mais il faut que nous, en tant que Juifs, soyons libres. Donc c'est ça l'état du monde. Il ne faut céder à la vérité et à la justice. Il ne faut pas être sensibilisé ou ahuri ou stupéfait par cette haine ou par ces malentendus qui n'est pas en fait un malentendu parce qu'il est le résultat de mauvaise foi. Mais je suis certain, et aussi en me basant sur mon expérience soviétique, qu'on peut euh, demeurer antérieurement libre, ce qui aide. Alors justement, c'était ma question, une des dernières questions. En quoi les Juifs russes, finalement, perçoivent-ils de manière plus réaliste que les Juifs français, par exemple, la situation d'aujourd'hui? Qu'est-ce que ça donne, cette expérience du soviétisme? Il ne faut pas penser non plus que voilà, on possède une sagesse soviétique, c'est loin s'en faut. Je dirais que le savoir survivre, c'est le savoir vivre des Juifs soviétiques, russes. C'est-à-dire, je suis né dans une famille moscovite, libérale, assimilée, mais je savais toujours que, par exemple, ce que j'entends chez moi, avec mes parents, il ne faut pas le dire à l'école. Cette situation où vous faites face à une société qui peut être hostile. Pas tout est mauvais et terrible, mais il y a toujours des situations imprévisibles. Et donc, comme résultat, cette situation où on voit que les cadres de société libérale classique n'existent plus, où ils n'arrivent pas à protéger les Juifs, donc, bon, il faut faire avec, mais ça ne cause pas je ne sais pas quel mot employer, étonnement ou surprise, parce que on peut dire qu'on sait que de tous les débuts, ces cadres qui sont présentés comme idiots et le comblé de société, ils ne sont qu'illusoires, ou ils risquent de s'avérer illusoire. Est-ce que le 7 octobre, et on va en terminer là, va modifier, selon vous, l'identité israélienne, justement, peut-être dans le sens d'une plus grande autonomie de pensée et d'action, une plus grande insensibilité à ce qui est dit, ce qui n'empêche pas d'avoir le souci des autres? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voyez en gestation dans la société israélienne, ou est-ce que, au contraire, on risque de retomber dans les mêmes travers que précédemment? Bon, on risque toujours de retomber dans tout ce qu'on avait vu avant
cette attaque de Hamas. Mais sans aucun doute, Israël va devenir plus juif, ou je dirais pas juif dans le sens galutique du terme, dans le sens hébraïque. Et la société israélienne ne va pas se replier sur soi, c'est qu'on n'aime pas le faire. Il ne s'agit pas de s'enfermer sur nous et de s'intéresser à rien d'autre que ce que vous venez de mentionner, mais il s'agit plutôt de la découverte de nos racines et de nos identités, aussi dû aux circonstances imposées, parce qu'on voit qu'on nous déteste en tant que juifs ou israéliens. Ce n'est pas un différend géopolitique qu'on pourrait régler avec quelques accords. Et exige évidemment une révision de nos idées reçues, de nos jugements. Et chaque segment de la société israélienne doit essayer de se modifier et de changer. Et Vous on êtes- a vu déjà le début, cet essor de volontariat, de dévotion, d'entraide entre tous les segments de la société israélienne. Voilà, c'est ça la route, mais personne ne promet que cette route serait facile. Vous dites les Juifs entraînent ou sont victimes de cette haine générale. Vous pensez que les Hébreux, finalement, le seraient moins que les Juifs? Si. Non, je crois que le but, comme pour citer Manitou, je suis hébreu de confession juive. Je ne suis pas juif de Sartre ou russe de confession hébraïque, etc. Je suis israélien hébreu. Le but aussi, pour citer Manitou, créer un équilibre parmi nous, c'est-à-dire ce n'est pas, il ne faut pas le percevoir comme une valeur contre autre. C'est le message d'Israël est universel. Le retour d'Israël est l'espérance du monde, comme dit le titre du livre de Avraham Livni. Mais cet universalisme se réalise moyennant la vie particulière d'une nation concrète sur une terre concrète, avec, voilà, c'est le destin, particularisme et universalisme à la fois. Merci beaucoup, Alexandre Rinberg, d'avoir Merci à accepté vous. cette invitation de Mozambique, d'avoir joué le jeu comme ça, de passer de notre actualité la plus directe aux grandes notions qui permettent aussi de l'éclairer. C'est ce que nous essayons de faire à Mosaïque, car effectivement, ça peut manquer parfois dans les débats qu'on entend quotidiennement dans le flot d'informations que nous subissons. Merci donc vraiment pour ces éclairages et puis merci à vous, bien sûr, pour votre attention. Merci à vous. Et c'est le prophète a dit que ma maison sera appelée la maison de prière pour toutes les nations. C'est ça le but finalement. C'est pas quelque chose d'isolé. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.